avec, mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir également, car cela dépend de l'endroit du monde où vous êtes. On dirait, depuis que les hommes ont découvert l'écriture, l'acte est devenu celui de tous les temps, de toutes les causes, ou presque. Celui qui dit « j'écris pour dépasser ma négritude et élever ma prière à mes ancêtres, les Gaulois, Gaulois de toutes les races, son temps, de toutes les cultures. Car, poursuit-il, c'est pour moi que Montaigne s'est fait amérindien, Montesquieu persan et Rimbaud nègre. C'est pour m'aider à déchiffrer l'Afrique que Shakespeare a fait jouer ses tragédies que Maupassant m'a légué ses nouvelles. Ainsi, l'auteur de ces groupes de mots devient on ne peut plus l'épicentre des philosophies de l'altérité. Citoyen du monde, l'homme aux 1000 identités, Henri Lopez est notre invité. Sauve Gérard Ngoma-Malanda, biographie. Oui, Christian Martial Pos, signalons tout de suite qu'Henri Lopez est arrivé au monde le 12 septembre 1937 à Léopoldville, Kinshasa, donc aujourd'hui République du Congo. Henri Lopez est bel et bien de nationalité congolaise. Ses études supérieures ont été sanctionnées à la Sorbonne par un diplôme, par une licence S-lettres et un diplôme d'études supérieures d'histoire. De 1965 à 1966, notre invité Henri Lopez exerce en qualité de professeur d'histoire à l'École normale supérieure d'Afrique centrale, à Brazzaville, avant d'assumer les fonctions de directeur général de l'enseignement du Congo de 1966 à 1968, puis ministre de l'Éducation nationale de 1969 à 1971, ministre des Affaires étrangères de 1972 à 1973, Premier ministre de 1973 à 1975 et ministre des Finances de 1977 à 1980. Arrivé à l'UNESCO en 1981, Henri Lopez est sous-directeur général pour la culture de 1981 à 1998, puis directeur général adjoint pour l'Afrique. Depuis 1998, Henri Lopez est ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Congo en France. Voilà succinctement ce que nous pouvons dire dans un premier temps, Christian Martial Pos. Oui, Gérard va donc continuer avec sa bibliographie. Oui. La bibliographie, Henri Lopez est auteur de plusieurs nouvelles, dont Tribalique, un recueil de nouvelles bien sûr, paru aux éditions Clé à Yaoundé en 1971. Grand prix de littérature noire en 1972, Tribalique est traduit en espagnol, anglais et portugais. Il est également romancier, et là, nous citerons Christian Martial Pos, La Nouvelle Romance, en 1976, Sans Tam Tam, en 1977, Le Pleurer Rire, en 1982, paru aux éditions Présence africaine, Chercheurs d'Afrique, Afrique avec S, il faut le mentionner, Christian, paru donc en 1990, Sur l'autre rive, 1998, Le lys et le flamboyant, 1997, dossier classé en 2002 aux éditions Le Seuil. Voilà, il est par ailleurs auteur de Ma grand-mère Bantou et Mes ancêtres gaulois, qui se présentent comme des simples discours parus aux éditions Gallimard en 2003, et auteur de divers articles sur la littérature d'Afrique noire, sur l'UNESCO, et plusieurs préfaces de romans, recueils de poésie, anthologies et ouvrages d'art. Pour l'ensemble, il faut le signaler, Christian, pour l'ensemble de son œuvre, Henri Lopez a reçu en 1993 le Grand Prix de la francophonie de l'Académie française. Je sais que tu as suffisamment du volume dans les poumons. On va poursuivre avec les distinctions. Il en attend. Oui, Christian Martial Pos signale que notre invité est couvert de nombreuses distinctions qui se passent de tout commentaire. Tenez, grand officier dans l'ordre du mérite congolais, grand officier dans l'ordre national du Sénégal en 1975, chevalier dans l'ordre de la Légion d'honneur en France, chevalier dans l'ordre national du Québec en 1998, commandeur des arts et des lettres France 2001, commandeur dans l'ordre national du Tchad, commandeur donc également Grand Croix dans l'ordre national de Guinée équatoriale, ordre du président de la République du Guatemala en 1993, docteur honoris causa de l'université Paris 7 Paris 12 Christian en 1993. Médaille des francophones d'Amérique, Québec 1991, déclaré l'homme
de l'homme de lettres africain de l'année en 1993 par un jury présidé par M. Abdou Diouf, président du Sénégal. Docteur honoris causa de l'Université Laval, Québec 2002, Grand Croix de l'Ordre de Saint-Grégoire le Grand. Un vrai bouquet d'honneur, Christian Martial Pousse. Jusque-là, M. Henri Lopez, ça va. Bon, c'est-à-dire que je pense, c'est très gentil d'avoir rappelé tout ça, mais je ne pense pas que ça aide à comprendre, à pénétrer mon œuvre. Ok. Les intervenants, professeur Moukala Kadima Zouji, écrivain, directeur des éditions Emar, il est enseignant à l'université Marien Ngouabi. Professeur André Patient Bokiba, critique littéraire, il enseigne à l'université Marien Ngouabi. Azad Monté est écrivain et chercheur également. Docteur Jean-Blaise Bilombo, directeur du CEFRAD, il est poète. Enfin, le professeur Jean-Luc Aka Evi, il enseigne la philosophie de l'esthétique à l'université Marien Ngouabi. Professeur Moukala Kadima Zouji, l'auteur Henri Lopez est juste à ma droite. Votre première question. Henri Lopez, bonjour. Bonjour. C'est toujours pour moi un plaisir de vous revoir et de discuter avec vous de la littérature. Vous êtes connu comme romancier, connu mondialement comme romancier. Pourtant, votre carrière littéraire commence par la poésie. Vous avez publié des poèmes intéressants dans Nouvelle Somme de poésie du monde noir. Vous avez également publié des poèmes dans l'anthologie de Jean-Baptiste Tatiloutar. Alors, je voudrais savoir pourquoi ces changements de registre, pourquoi ces changements de genre, et pourtant la poésie vous convenait très bien aussi, puisque vos textes ont eu beaucoup de succès. Henri Lopez. C'est peut-être parce que je n'ai pas poursuivi dans la poésie que mes textes ont été connus, parce que c'est les quelques-uns qui ont été choisis. La poésie, pour moi, est un genre extrêmement noble. C'est peut-être le plus noble des genres littéraires. Il ne suffit pas d'une d'un sujet, mais tout est dans la manière de le traiter. On croit souvent faire de la poésie en ayant un sujet. Alors on met des vocatifs et puis on écrit sur un sujet. Alors qu'on on prend une attitude politique, on prend une attitude amoureuse, etc. Mais on ne fait pas de la poésie. Et c'est parce que je voudrais dire que pour moi la poésie, on a le droit d'utiliser la poésie que quand on est sûr que ce qu'on veut dire ne peut pas se dire autrement. Et j'ai donc fait un travail de regard, j'ai posé un regard critique extrêmement sévère sur ce que j'avais fait en poésie, et j'ai estimé que je pouvais dire ce que j'avais envie de dire autrement, notamment en prose. Et c'est ainsi que de la poésie, je suis passé à la nouvelle. La nouvelle dans une attitude de modestie, en disant je n'ai pas le souffle, je n'ai pas le coffre pour écrire un roman. Parce que dans ma tête, à tort, le roman devait être un roman fleuve. Et je suis passé à la nouvelle avec Tribalic. Et je me suis rendu compte, là encore, que la nouvelle était un genre qui ressemblait au travail de l'horloger. Puisqu'elle est courte, le regard de l'examinateur ou du lecteur portera sur les détails. Et donc c'est plus difficile. Et c'est ainsi que, paresseux, j'ai préféré aller au roman. Mais vous n'arrivez pas à vous défaire de la poésie, puisque quand on regarde les différents titres de vos romans, Le lys et le flamboyant, L'autre rive, Sur l'autre rive, même Le pleurer rire, il y a là, par la puissance d'évocation de ce titre, il y a là une dimension poétique. Et deuxièmement, vous n'arrivez pas à échapper à la chanson. Vos textes sont construits comme des partitions de musique. Et la chanson est présente, la chanson congolaise des deux rives est présente
dans votre œuvre. Et je voudrais savoir quel est le rapport que vous entretenez avec la chanson. On dirait un rapport charnel, un rapport presque métaphysique. Comment expliquer votre passion pour la chanson? Peut-être parce que, étant enfant, ma mère me chantait des chansons et les chansons ont été mes premiers livres de lecture. Le créateur d'une chanson et l'écrivain, et tout artiste en général, appartiennent à la même famille. Ce sont des gens qui portent un regard particulier sur la vie quotidienne. Et ils essayent d'en tirer un aspect qui va frapper, qui va marquer et qui va dépasser. Alors, j'ai beaucoup de respect pour les auteurs de chansons. Bien souvent, ils sont anonymes. Les chansons les plus connues ont des auteurs anonymes. Et puis, je pense surtout que la chanson, elle envoûte, elle berce, elle stimule. On chante pour endormir un enfant. Il y a un effet comme un certain magnétisme. On chante pour essayer de séduire une femme. On chante lorsqu'on est devant un peloton d'exécution. On chante pour aller au combat. La chanson a donc un pouvoir, c'est un peu une prière. Et je crois que l'écrivain, même le romancier, dans la prose, a un devoir vis-à-vis de son lecteur. Il doit intéresser son lecteur, il doit l'enchanter, il doit faire en sorte que celui-ci n'ait plus envie de laisser tomber le livre. Et d'où ce dialogue permanent qu'il y a avec ceux qui ont créé des grandes œuvres de quelques strophes simplement. Une question de curiosité. Votre premier texte, c'était aux éditions Clés, si ma mémoire est bonne. Un peu plus tard, c'était Présence africaine. Maintenant, c'est Le Seuil. Comment vous expliquez ces changements d'éditeur? Est-ce que c'est un problème d'opportunité, de rencontre, de hasard, ou c'est un choix que vous avez fait? Vous abandonnez Présence africaine au profit du Seuil. Quelles sont les raisons? Bon, quand je publie Tribalique, ce qui me brûle avant tout, c'est la foi en Afrique. Et je me dis, il faut publier chez un éditeur africain, qui en plus est dans la région, les éditions Clés sont toujours à Yaoundé, et je suis heureux de cela. En fait, les éditions Clés étaient installées à Yaoundé, mais avec un financement qui venait d'Allemagne. Et puis alors, tout écrivain, lorsqu'il publie un livre, il veut être lu, d'abord par le public qui est le sien, de son propre pays. Et puis je me suis rendu compte que mes ouvrages ne circulaient pas tellement, ne faisaient pas l'objet de promotion. Alors j'ai pensé que de France, la promotion, même vers l'Afrique, était plus grande. Et je suis allé à Présence africaine. Je vous avais été mon éditeur, d'ailleurs, je crois, pour le Pleurer Rire. Et puis, je me suis rendu compte que tout le commerce de la littérature, la promotion du livre, etc., était quelque chose de complexe et que Présence africaine avait des limites de ce point de vue.
Alors, de manière un peu égoïste, j'ai été chez un éditeur qui avait plus de moyens dans ce domaine-là. Et voilà. Et voilà, alors vous allez occuper l'autre chaise qui est là-bas, qui vous attend, Azad. Professeur Boukiba est professeur, donc il est chargé de la formation doctorale à l'Université Marie-Ngouabi. Et ici, donc, il est intervenant, critique littéraire également. Il va pouvoir vous poser quelques questions, professeur. Vous avez la parole. Henri Lopez, bonjour. Bonjour. Vous avez écrit un jour que vous ne vouliez pas paraître le pape de la littérature de votre pays. C'est dans une préface, je crois, si je ne me trompe, ça pourrait être dans les témoignages de Jean-Blaise Bilombo Samba, quelque chose comme ça. Aujourd'hui, près de 35 ans après, après la mort de Jean Malonga, après la mort de Chikaya, de Bemba Sylvain, Sonny Laboutansi, Letembe Ambili, tout récemment Jean-Baptiste Tati-Loutard, en tenant compte du fait que vous êtes une personnalité, vous êtes devenu une personnalité presque incontournable des lettres francophones, j'allais dire dans le monde. Vous êtes de presque tous les jurys concernant la littérature francophone. J'ose penser que vous êtes, à défaut d'être pape, vous êtes quand même un membre influent, un membre considérable du Sacré Collège des lettres francophones. De la Curie. Alors, je voudrais un membre influent du Sacré Collège des lettres francophones, de la Curie des lettres francophones, et également un membre influent de la fratrie de la littérature congolaise. Je voudrais vous demander comment vous sentez-vous dans ce rôle-là, comment vous l'assumez. C'est un rôle que je ne veux pas assumer. Je pense que le travail de l'écrivain est d'écrire, de bien écrire, de s'arrêter quand il n'a plus rien à dire. Mais il est vrai qu'on vient vers vous. Et ceux qui commencent à écrire pensent que l'écrivain est un espèce de ganga et qu'il a des secrets qu'il va vous livrer. C'est une erreur. J'ai connu des écrivains de très grande notoriété et qui étaient différents. Les uns étaient des hommes agréables, des autres désagréables, mais il faut différencier ça de ce qu'ils faisaient. Et la conclusion que j'en tire, c'est que un livre est toujours plus intéressant que son auteur. Et ce que vous avez décrit est peut-être vrai, mais je pense qu'il faut dialoguer avec le livre. L'écrivain vous apporte rarement quelque chose de nouveau. Bien, nous allons dialoguer avec le livre en tenant compte du fait que dans votre création littéraire, il y a la place singulière que représente le pleurer-rire. Je dis singulière parce que après le pleurer-rire, il y a eu comme une inflexion vers autre chose. Le pleurer-rire, disons, je pense que ça doit être un de vos livres les plus lus pour un certain nombre de raisons, étant donné qu'il s'agit de la satire politique et sociale, etc. Je pense que c'est l'un de vos livres les plus lus, hein, inscrit au programme, il y a beaucoup de travaux qui se font dessus. Mais après le pleurer-rire, il y a eu une espèce d'infléchissement vers l'identité, vers l'identité. Est-ce parce que vous vous trouviez à Paris? La négritude aussi est née sur les bords de la Seine où vous résidez depuis que vous êtes allé à l'UNESCO. Est-ce tout simplement, entre autres raisons, parce que vous voulez couper l'herbe sous les pieds de ceux qui pensent que, ma foi, écrire comme dans le pleurer-rire, c'est un peu cracher
passez-moi le mot, dans la soupe, alors que vous étiez à la cuisine quand on préparait tout ça. Voilà. Pourquoi j'ai changé de genre? Je ne sais pas si c'était calculé. Mais vous me direz que ce qui est dans l'inconscient est une autre forme de calcul. J'ai eu l'impression dans ces années-là, nous sommes dans les années 80, que moi, ou plutôt l'Afrique et moi, avions tendance à confondre roman et politique. Et que beaucoup de mes lecteurs ne lisaient pas ce livre comme un roman, mais comme un pamphlet politique. Ce qui ne voulait pas être. Il y avait bien sûr la description d'un univers qui était réel, mais si j'avais voulu faire un pamphlet politique, je n'aurais pas intitulé ça roman, j'aurais fait un essai. Ça aurait été peut-être plus facile. Et alors, pour éviter l'ambiguïté, je me suis dit, il faut être un romancier. Il ne faut pas être politique qui fait du roman le dimanche, mais il faut être un véritable romancier, quitte à côté à être politique. Et j'ai donc choisi des sujets qui n'étaient pas politiques. Ce n'est pas un reniement de ce qui a été fait, mais j'avais été dans ce genre-là, dans cette voie, au bout de moi-même et de ce que je pouvais dire. Il ne fallait pas ressucer les anciens thèmes, et puis il fallait clarifier les choses. Mais tout cela, c'est après coup que je le dis. Dans ma tête, ce n'était pas aussi clair quand j'ai écrit, après Le Pleurer Rire, je ne sais pas qu'est-ce qui vient après, c'est Le Chercheur d'Afrique. C'était, bon, un sujet qui me brûlait. Vous savez, on est pris par quelque chose, il vous prend et puis vous ne savez pas où est-ce que cela vous conduira. Troisième question, il y a 40 ans, c'était le premier festival. J'étais né il y a 40 ans. Oui. Presque pas, enfin. C'était la première édition du festival d'Alger. Vous savez ce que vous avez fait pendant ce festival-là. Essentiellement, cette critique acerbe de la négritude senghorienne avec votre ami Stanislas Adotevi qui devait ensuite écrire Négritude et négrologue. Mais entre-temps, vous avez fait paraître Ma grand-mère bantou et mes ancêtres les Gaulois. Ce que je voudrais savoir, c'est quelle est votre position actuelle à l'égard de la négritude senghorienne, étant entendu que dans ce livre, Ma grand-mère bantou et mes ancêtres les Gaulois, il y a quand même un éloge assez évident du fait du métissage culturel. Vous faites allusion, pour ceux qui n'étaient pas nés, au discours d'Alger de 69. Le discours j'ai été celui qui l'a prononcé, mais c'est le résultat d'un travail collectif. On peut trouver des phrases de tel ou tel, etc. Et ceux qui y ont participé, il y a notamment Théophile Obenga, Tati Loutard, et Pierre Nzé, et moi-même. Donc c'était une contribution, je dirais, congolaise. Mais je crois que je ne changerai rien à ce que j'ai dit à cette époque-là. Qu'est-ce que nous voulions dire? Nous ne voulions pas dire qu'il ne fallait plus lire Senghor, que la négritude était quelque chose de négatif. Nous disions qu'il faut dépasser la négritude. Que la négritude a commencé, comment dirais-je,
a correspondu à une époque, que la négritude correspondait à la période où nous n'étions pas libérés, où nous n'étions pas simplement colonisés, mais victimes du racisme, et que l'appartenance du noir au genre humain et ses capacités étaient mises en doute. Donc, de ce point de vue, la négritude a été un cri salutaire. Deuxièmement, voilà sur l'aspect politique. Maintenant, sur l'aspect esthétique, nous disions refaire de la négritude, c'est ne pas faire de la création artistique. Parce que c'est continuer dans un sentier qui a déjà été utilisé. Et que tous les épigones de Senghor et de Césaire étaient des épigones, mais ne faisaient pas avancer la poésie. C'était ce message-là. Alors, peut-être qu'en voulant dire cela, nous avons mal exprimé notre message et que nous avons laissé croire que la poésie de la négritude était simplement un cri politique. Nous avions une lecture peut-être trop politique de la négritude et pas assez artistique. Donc, aujourd'hui, si vous me demandez ce que je pense de la négritude, je dirais à un jeune homme qui se forme culturellement qu'il faut d'abord étudier cela. Il faut boire aux mamelles de cette poésie parce qu'il n'y a pas de roman de la négritude. C'est uniquement un mouvement poétique. Il faut commencer par là et puis après, il faut aller plus loin. Ce sont ceux qui nous ont ouvert les yeux, les écrivains de la négritude. Et certains problèmes posés par la négritude, des problèmes d'identité, de fierté, de l'être, existent. Alors vous avez fait allusion au métissage, dont Senghor parle déjà. Je pourrais être... étant métisse, je pourrais être très prolixe sur la chose, mais je voudrais dire une chose que j'entends souvent et contre laquelle je suis, c'est de penser que le métissage est une solution. Penser que la solution au problème du monde, c'est le métissage, c'est revenir à une forme de racisme. Parce que c'est vouloir dire, écoutez, croisez-vous entre les races, entre les cultures. Non. Croisez-vous avec la personne que vous aimez, quelle que soit son origine. Le métissage culturel de Senghor, d'ailleurs, est un métissage culturel et non pas biologique. C'est ça que je voudrais dire aujourd'hui. D'accord, merci Henri Lopez. Voilà. Donc, Christian Martial Pos, Henri Lopez vous revient pour entamer avec Azad Monté. Alors, multiple identité suscite interrogation du côté de Azad. Okay. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors, je voudrais revenir à votre dernier ouvrage, Ma grand-mère d'enfants, mes ancêtres et mes lois. À la première page de cet ouvrage, vous vous définissez comme un SIF, un sens identité fixe. De fait, vous vous réclamez de trois appartenances, pour ne pas dire trois identités, qui sont votre identité originelle, internationale et votre identité personnelle. Alors, je voudrais savoir de quelle façon ces trois identités cohabitent en vous. Je voudrais savoir également s'il y en a une qui prend plus le pas sur l'autre et de quelle manière chacune d'elles participe au processus de création littéraire qui est le vôtre. Henri Lopez. C'est un travail trop difficile que vous me demandez. Dans ce texte, je fais la constatation que moi aussi bien que tout le monde, nous avons plusieurs identités et que vouloir parler d'une seule identité, c'est une erreur. Et j'appelle donc à l'assomption de ces
différentes appartenances. Je rappelle que nous avons peut-être oublié que nous ne pouvons pas... Là, nous sommes dans une salle, par la fenêtre, je vois des gens qui passent. Eh bien, je vois une identité dans les pagnes que portent les femmes, dans la manière dont elles se coiffent, avec des nattes, etc. Il y a une identité. Et cette identité est accompagnée d'une autre identité, ce sont les voitures qui passent, qu'empruntent ces femmes. Alors là, on est dans un autre monde, dans un autre univers, mais est-ce qu'il faudrait que nous ne soyons que des gens qui nous déplacions en pirogue? Non. Donc, ce que j'ai voulu dire, au fond, c'est que dans un monde où, de manière plus simple, je suis africain, mais qu'est-ce que ça veut dire africain? Est-ce que ça veut dire je suis bantou? Ah, mais si je suis bantou, je ne suis pas arabe, or les arabes sont africains. Et si je suis bantou, qu'est-ce que ça veut dire? Ou muntu, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je suis Mukongo, que je suis Munjombo, ou que je suis Bamileke, n'est-ce pas? Or, je suis ceci, n'est-ce pas? D'où je viens, d'où mes parents, l'héritage que m'ont, et en même temps je suis plus. Et quand je suis africain, est-ce que je suis le même africain si je m'exprime en anglais ou si je m'exprime en français? Et puis, les problèmes qui se passent dans le monde, quand je vais à Amsterdam, à New York ou à Paris, est-ce que je me sens étranger? D'un certain point de vue, oui, parce qu'on m'a demandé un visa, etc. Mais en même temps, je rencontre des gens dont je me sens proche et des gens que je n'aime pas. De la même façon que chez moi, il y a des gens que j'aime et des gens que je ne peux pas voir. Donc, tout cela, c'est dire qu'on a plusieurs identités en nous et que si on demandait à un Africain, parce que vous êtes Africain, vous ne pouvez plus adresser la parole à quelqu'un qui est norvégien, alors que vous trouvez de l'être humain en lui, c'est, comment dirais-je, c'est nier la réalité. Et c'est ce que j'ai voulu dire, c'est que nous avons une identité. Alors il était important que nous qui avons été colonisés, nous qui avons été victimes du racisme, de mettre l'accent sur l'identité première que j'appelle originelle. Mais qu'en rester à l'identité originelle, c'est nous amputer et c'est risquer d'avoir la conduite de ceux dont nous étions les victimes, c'est-à-dire d'avoir une attitude, comment dirais-je, une attitude qui privilégie le groupe d'où nous sommes origine, et on en arrive, on peut en arriver à ce moment-là au tribalisme, à des attitudes racistes ou génocidaires. Voilà ce que je voulais dire. Je ne sais pas si c'est clair. Oui, oui, c'est très clair. Merci. Je voudrais un petit peu maintenant aborder la question du métissage, et notamment dans sa dimension un peu politique. À la page 61, toujours de cet ouvrage, vous dites que désormais être métisse est à la mode. C'est ce que vous dites, et effectivement on s'en rend compte aujourd'hui plus que jamais avec l'événement que nous avons connu il y a quelques mois aux États-Unis et l'accession de Barack Obama à la magistrature suprême. Donc aujourd'hui, être métisse est à la mode et quelque part tout le monde se réclame un petit peu de ce métissage. Paradoxalement, nommer ou prononcer le mot métisse reste quelque chose de tabou. Je reprends toujours l'exemple de Barack Obama. On dit toujours c'est le premier président noir. On dit rarement c'est le premier président métis à être arrivé au pouvoir. Pourquoi ce comportement? Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Et est-ce que vous, dans votre carrière, en tant qu'homme de lettres ou homme politique, vous avez été confronté à cela? Et est-ce que vous avez l'impression que ça a évolué, qu'il y a une évolution positive ou négative?
Bon, moi je crois que c'est un problème qui est mal élucidé. Il y a 1 ou 2 ans, je ne me souviens plus, j'ai fait une conférence sur le métis en Afrique, où j'ai mis en valeur un certain nombre d'idées. Premièrement, que le métissage en Afrique est né dans la douleur, puisque c'était le père colon qui prenait une femme noire, appelée ménagère dans le vocabulaire de l'époque, et dont il fait un enfant, qu'il abandonne et qu'il part. C'est ça le sujet du chercheur d'Afrique. Et je faisais remarquer que le métissage a été considéré comme, comment dirais-je, en Afrique, n'a pas été une plaie, n'est-ce pas? C'est-à-dire que les enfants métis ont toujours été recueillis par leur mère, que leurs mères n'ont pas été bannies parce qu'elles avaient des enfants qui avaient une autre couleur de peau. Et que il y a même de nombreux cas où des mères d'enfants métis ont en second mariage épousé des Africains comme elles, des Noirs, et que ces gens adoptaient l'enfant. C'était leur enfant. Donc je dis, si le métis avait du mal à se faire reconnaître dans le pays de son père, il n'en l'a jamais eu dans le pays de sa mère. Alors, il est évident que dans la politique, certains métis ont eu le sentiment que des ennemis politiques mettaient le doigt sur ça pour dire ils ne sont pas totalement du pays, ils sont à 50%. C'est vrai. Mais je dis que c'est plus une attitude de politicien qu'une attitude populaire. La preuve d'ailleurs, c'est que il y a eu de nombreux métis qui ont occupé des hautes fonctions en Afrique. Je devrais terminer par moi, mais je vais commencer par moi pour aller en gradation. Il y a eu des chefs d'État. Sylvanus Olympio au Togo. Et si Sylvanus Olympio est tombé victime d'un coup d'État, c'est pas parce qu'il était métis, mais c'est peut-être en raison de l'appréciation que certains portaient sur son métissage. C'est vrai que dans certains pays en Afrique, je connais le cas de l'Angola, du Mozambique, où des dirigeants métis qui devaient logiquement devenir des chefs d'État ont refusé. Mais c'est des attitudes personnelles. Vous avez Tshisekedi Tsekama qu'on connaît mal, qui est au, je ne vais pas dire de bêtises, c'est au Swaziland, qui est le chef de l'État à l'heure actuelle, qui est de mère britannique et de père du pays, etc. On pourrait citer des exemples. Pardon? Lucio Lara, en Angola. Ben, Lucio Lara, justement, lui, il est un de ceux qui a refusé, pensant que l'Angola n'était pas prête. Peut-être qu'il a eu tort. Pour en revenir au cas d'Obama, moi je crois que c'est Obama qui a le mieux éclairci la chose, notamment dans son discours de Philadelphie. Lorsque, à un moment, il pose le problème dans sa clarté et avec une force qui, je dirais, n'est plus celle du politique, mais celui du visionnaire, d'un créateur, d'un écrivain, où il dit le révérend Wright a eu des mots, puisque la polémique a commencé par ça. Le révérend Wright a des mots extrêmement durs sur les États-Unis, disant qu'ils ont mérité des châtiments dans le 11 septembre, etc. Et il dit, j'ai tout de suite condamné les paroles du révérend Wright. Mais ne me demandez pas de condamner le révérend Wright. Vous voyez, les paroles et l'homme, c'est différent. Parce que cet homme, c'est lui qui m'a fait redécouvrir ma foi, c'est lui qui a béni mon mariage, c'est lui qui a baptisé mes filles. De la même manière que j'ai été élevé par une grand-mère blanche qui s'est sacrifiée pour moi, qui m'aimait, et quand elle me promenait dans la rue d'Hawaï, qu'elle voyait des Noirs et disait « j'ai peur de ces gens-là ». De la même façon,
je condamne les paroles de ma grand-mère, mais ne me demandez pas de condamner ma grand-mère. Le problème est posé de la manière la plus claire. D'accord. Et donc, ma dernière question, vous y avez répondu en partie. C'est vrai que l'Afrique a connu et connaît, vous avez cité quelques exemples des dirigeants métis, issus du métissage. Mais est-ce qu'en ce moment, et notamment au vu des exemples comme celui de la Côte d'Ivoire et éventuellement d'autres pays, avec le concept de l'ivoirité notamment, on n'est pas en train de revenir vers un espèce de repli identitaire, malgré les exemples que vous avez cités? Alors quel est à ce moment-là l'avenir du métissage en termes d'exercice de pouvoir dans des pays comme les nôtres en Afrique? Non, l'ivoirité a été une manipulation politique. Dieu merci, peut-être que ça a été arrêté. Et peut-être que si la Côte d'Ivoire a connu des problèmes, c'est dû à cela. Là, ça dépassait le métissage. C'était dire que certains n'étaient pas des Ivoiriens. Parce que qu'est-ce que c'est qu'être Ivoirien? Qu'est-ce que c'est d'être Congolais? Est-ce que est plus Congolais celui dont tous les parents descendent du Congo, ou bien est-ce qu'on va nier la nationalité congolaise à quelqu'un, même je parle en dehors des métis, de quelqu'un qui y est arrivé depuis peu, et puis qui a vécu dans ce pays, qui l'a aimé, qui travaille pour ce pays? Et je pense que c'est une autre notion. Or, l'ivoirité voulait justement, en fait, politiquement, nier la nationalité ivoirienne à des gens qui vivaient là depuis longtemps. Et ce qui était, à mon sens, contre le message d'Houphouët-Boigny, parce que Houphouët-Boigny disait toujours « Ce pays doit en grande partie sa richesse et sa force et son développement à l'agriculture. » Mais que les agriculteurs de la Côte d'Ivoire, ce n'étaient pas les Ivoiriens, entre guillemets, d'origine, mais que c'était les paysans Mossi, venus de ce qui était la Haute-Volta, qui elle-même faisait partie de la Côte d'Ivoire à l'époque. La Haute-Volta ressemble un peu à ce qu'a été pour nous le Haut-Ogooué. Le Haut-Ogooué était Moyen-Congo, pour ceux qui sont trop jeunes, et puis est passé au Gabon pour des raisons d'électorat et de cuisine politique. Et de la même façon, la Haute-Volta, aujourd'hui burkinabé, faisait partie de la Côte d'Ivoire. Donc, le problème de ce concept, qui a fleuri aussi dans d'autres pays, notamment en Afrique centrale, avec l'authenticité, et de manière le plus virulente, sans doute, au Tchad encore plus qu'au Zaïre. Oui, effectivement, voilà. Je vous posais cette question parce qu'effectivement, à la page 90 de votre ouvrage, vous disiez ceci: actifs à réclamer nos droits en France, en Angleterre et aux États-Unis, nous ne laissons pas de pratiquer chez nous la préférence nationale ou l'exclusion contre les citoyens d'origine douteuse, entre guillemets, au nom de l'authenticité, de la pureté ethnique ou de l'intérêt national. Donc en prenant votre cas, quand vous vous appelez Henri Lopez, c'est vrai qu'on peut être amené à se poser des questions. Donc absolument. Mais si je l'ai dit, c'est parce que à une époque, exactement 1967, je crois, un jour, mon ministre, dont je tairai le nom, mais qui a une attitude extrêmement droite, m'appelle et me dit, voilà, le Conseil des ministres a décidé d'enlever tous les postes de direction, j'étais jeune directeur général d'enseignement, à tous les Congolais d'origine douteuse. Et alors j'ai dit, bon, pourquoi tu me dis ça? Il me dit, parce qu'il faut que tu prouves. J'ai dit, mais vous avez tous les papiers. Et il m'a dit, non, mais donne-moi une réponse. J'ai dit, bon, je vais aller écrire. Et je te demande une chose, c'est de lire ma réponse au Conseil des ministres. Et le ministre, qui était Makani, a été d'une très grande droiture et courageux. Il a lu ma lettre. Et que je disais dans ma lettre, je disais, vous me posez la question de savoir
si je suis d'origine congolaise ou douteuse, moi je croyais que nous descendions tous du même ancêtre, que nous descendions tous du singe. Et évidemment, ça n'a pas plu au président de la République de ce moment-là, qui m'a convoqué après, mais qui n'a jamais plus mis en doute mes origines. Ok. Je vous remercie. Voilà, et vous allez regagner votre deuxième plateau, Oui, voilà, Christian avec Martial Sauf Gérard. Pos, donc Sauf Gérard, Jean-Luc ouais. Akaevi. Jean-Luc Akaevi donc, est l'intervenant qui tout de suite va poser la question à Henri Lopez. Il faut signaler qu'il est également chargé de la formation doctorale à l'Université Marie-Ngouabi, philosophe de formation, bien sûr, Jean-Luc. Redoutable, il va l'être encore. Non. Il y a quelque chose qui m'a toujours intrigué chez Henri Lopez. Pourquoi diable il quitte l'histoire pour aller s'installer dans l'écriture? Qu'est-ce qui s'est passé? Il est historien de formation, il a fait ses études supérieures d'histoire en Sorbonne, il revient pour enseigner l'histoire. Et comme ça, on apprend qu'Henri Lopez est écrivain. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, au fond, tu veux dire par là que je devrais avoir honte d'avoir défroqué. Je ne vais pas dire le mot, mais tu l'as dit. Mais l'histoire, bon, elle nous éloigne un peu de mes livres, mais je ne sais pas si l'explication que je vais donner est la bonne, mais c'est celle que je retiens et qui peut-être t'aidera à comprendre. Je voulais être, d'abord, j'ai toujours été, la matière pour laquelle j'avais le plus de penchant, c'était les lettres, bien que j'ai fait ce qu'on appelait C à l'époque, c'est-à-dire latin et sciences. Et quand je suis arrivé en classe de philo, j'avais un professeur de philosophie remarquable, qui à l'époque était un marxiste. Et l'écoutant, voyant faire ses cours, il m'a donné envie de me diriger non pas vers les lettres, vers la philo. Pourquoi? Parce que dans ces cours de philo, ces illustrations étaient essentiellement des références littéraires. Et puis, j'arrive en Hippocagne, préparation à Normal Sup, et là, j'ai un professeur de philo qui était phénoménologue. Nous sommes à la fin des années 50, la phénoménologie a la faveur en France, et je suis complètement dérouté par mon professeur de philo qui nous donne comme dissertation, j'espère que tu n'as jamais donné ça à tes étudiants, quelle est la teneur métaphysique du jaune, quel est le coefficient métaphysique du citron. Peu importe la note que j'ai eue, mais j'ai plus voulu faire de philosophie. J'ai écrit à mon ancien professeur, j'ai dit, vous m'avez encouragé là-dedans, mais regardez ce que votre collègue nous donne. Et il m'a conseillé d'aller voir son répétiteur à Normal Sup, qui était quelqu'un dont le nom est devenu célèbre, Althusser. Et Althusser m'a dit, parce que j'ai dit, bon, entre-temps, je me découvre un amour pour l'histoire que je méprisais, parce que pour moi, l'histoire, c'était simplement des dates, etc. Et Althusser me dit, si vous avez l'esprit concret, faites histoire. Si vous avez l'esprit abstrait, faites philosophie. Et j'ai compris Althusser de travers. J'ai dit, j'ai l'esprit concret, j'ai fait histoire. Mais mon amour était pour les lettres et la philosophie. Mais la philosophie étant trop compliquée, je me suis rabattu sur les lettres. Il n'est pas compliqué, Henri, tu le sais très bien. Mais je sais une chose. Tu es né à Kinshasa, enfin à Léopoldville. Mais tu as fait des va-et-vient entre Kinshasa et Maluku, où se trouve Georges, ton frère. Kinshasa, Maluku, Brazzaville, Bangui. Je sais que tu es passé par Bangui, tu parles Sango. Tu te retrouves en Sorbonne. Je parlais Sango. Mais tu parles je ne connais plus que les injures, alors ne me fais pas parler Sango. Mais il y a quelque chose qui revient constamment dans tes livres, c'est les odeurs des villes africaines. C'est ton urbanité. Ça représente quoi que l'urbanité dans ton œuvre? Qu'est-ce que tu as avec les villes africaines? Je sais, elles te donnent tout ce que tu veux pour écrire. Les femmes, les odeurs, la cuisine, et ainsi de suite. C'est quoi que les villes africaines pour toi? Deux questions, les villes et les odeurs.
On va commencer par les villes. Les villes, c'est une question d'honnêteté. Je ne suis pas vraiment né en ville. Je suis né à Léopoldville, mais mes parents vivaient à Maloukou, comme tu l'as dit, c'est-à-dire la Brousse à l'époque. Aujourd'hui, on va à Maloukou en quelques heures. À l'époque, il fallait plus d'une demi-journée par le fleuve, parce qu'il n'y avait pas de route. Il faut préciser qu'il y a deux Maloukou. Il y a Maloukou. Il y en a même trois, il y a plus que ça. Tu avais Maloukou très chaud ici, rive droite. De l'autre côté, il y avait Maloukou Kouamout, qui appartenait à un Belge. Maloukou l'État, qui était le centre, et Maloukou Lopez, qui était le domaine de mon père. Donc, mes parents vivant à Maloukou et mon père n'aimant pas la ville, pour lui, son plaisir, c'était d'être à Maloukou. Donc, ma mère a été à Léopoldville simplement pour que je naisse, parce qu'il n'y avait pas d'hôpital à Maloukou. Et je me suis toujours considéré comme un enfant des villes. Quand nous étions étudiants, inspirés par Frantz Fanon, etc., nous répétions que l'Afrique était faite à 80% de paysans, etc., ce qui est de moins en moins vrai parce qu'il y a eu l'exode rural, pour faire le cas du Congo. Et donc, on se sentait le devoir en tant que militant de parler en tant que paysan, en tant qu'homme de la campagne. Et puis je me suis dit, c'est sans doute vrai politiquement, mais j'en suis incapable. Je suis un enfant des villes. J'ai vécu, tu as cité les villes, Brazzaville, Bangui, et puis en France, toujours dans des villes. Je suis un enfant des villes, je me sens incapable. J'ai essayé avec Sans Tam Tam. Je me suis mis à la place de quelqu'un qui aimait plus la campagne. Mais même si des gens aiment beaucoup ce livre, je me demande si on ressent, si c'est vraiment quelqu'un qui aime la campagne. Donc, c'est par honnêteté que je me considère comme un enfant des villes. La deuxième chose, les odeurs. Les odeurs, moi, chaque fois que je reviens à Brazzaville, la première chose qui me frappe, ce n'est pas les bruits, ni les couleurs, mais ce sont les odeurs. Je ne sais pas les caractériser. Et je pense que tout ce qui est olfactif est extrêmement important dans la formation de notre personnalité. L'odeur du sein de notre mère, l'odeur du jardin qu'il y avait autour, etc. Nous sommes très pris par les odeurs. Et puis parce que, bon, chaque écrivain a sa personnalité. Il y en a qui sont, ou sa sensibilité. Certains sont sensibles aux couleurs, d'autres au toucher, d'autres aux odeurs. D'autres encore à tout cela à la fois. Il y a quelque chose... Mais je laisse aux psychanalystes à trouver l'origine. Je ne suis ni Freud, ni encore moins Lacan, mais une chose m'a toujours frappé. Ces derniers temps, c'est revenu comme ça. Tu disais tout à l'heure à propos du métissage qu'on est tous nés du même ancêtre, que nous sommes tous descendus du singe. Roland Barthes, que tu connaissais, que tu connais très bien, disait « L'homme ne descend pas du singe, mais du cygne ». Je ne sais pas s'il a raison, s'il a tort, mais quelque chose me dit qu'il a un peu raison. Si l'homme descend du cygne, nous avons trois choses en commun, nous les hommes. Nous avons la vie en commun, nous avons l'amour en commun, nous avons quelque chose de plus grave, de terrible en commun, c'est la mort. Je l'ai dit depuis le mois de février, on est habité plus ou moins par la mort. Je ne voudrais pas te faire un dessin. Elle représente quoi la mort dans l'œuvre d'Henri Lopez? Ou c'est quoi que la mort pour Henri Lopez? C'est l'inévitable et la question à laquelle je ne sais pas bien répondre. Voilà. Donc, avant de partir Henri Lopez, nous parlerons de la femme dans l'œuvre d'Henri Lopez. On sait qu'à un moment, vous êtes présenté comme un défenseur de la femme lorsqu'on lit certains de vos textes, dans Tribalique, dans la nouvelle romance. Quelle est la place... Sur l'autre rive. Voilà, sur l'autre rive également, comme le dit Jean-Luc. Quelle est la place que Henri Lopez donne à la femme? Je ne sais pas si je suis un défenseur de la femme, je suis un admirateur de la femme. Merci. Parce que
on a parlé de ma vie, etc., les diplômes, les prix, etc., mais l'essentiel, on n'en a pas parlé. L'essentiel est par qui j'ai été élevé. Moi, mes parents se sont séparés, j'avais 3 ans. C'est pour ça que je suis revenu. Ma mère était d'ici, mon père de l'autre rive. Et donc j'ai été élevé par 2 groupes de personnes. Ma mère et mes tantes, et puis ensuite par les pions du lycée, puisque j'étais interne. Mais les pions ne m'ont pas laissé de souvenir, mais ma mère, si. Et il se trouve que de son 2e mariage, ma mère n'a eu que des filles. D'ailleurs, ma grand-mère déjà. Ma grand-mère n'a eu que 3 enfants. Toutes les 3 des filles. Ma mère l'aînée, une autre, et les 2 autres plus jeunes qui sont mortes. Et moi, j'ai commencé par avoir 3 filles. Donc, vous voyez, je suis dans un univers de filles. Mais quand j'ai écrit la nouvelle romance, qui a un côté un peu militant pour la femme, je voulais mettre l'accent sur le fait que j'avais le sentiment que dans notre société, la société congolaise, je ne parle pas de toute l'Afrique, mais la société congolaise, que l'amour n'existait qu'en dehors du couple, qu'il n'y avait pas de couple, qu'on épousait la personne qui était la plus proche de son clan, mais que l'amour, on le réservait en dehors du mariage. Ce sont les Makam. Et donc, c'est un peu un plaidoyer pour le couple. Mais comme vous voyez, la nouvelle roman, c'est un roman trop militant, donc un mauvais roman. Mais j'ai une fascination comme ça pour le rôle de la femme. Je crois que les femmes sont... Je pense que tous les êtres sont égaux, mais comme dans la ferme des animaux, vous savez, article 1er, tous les animaux sont égaux, article 2, certains animaux sont plus égaux que d'autres. Eh bien, les femmes sont plus égales que nous. Et je donne un exemple. Il est rare de voir un bel homme épouser une femme laide. Mais il n'est pas rare de voir une femme superbe épouser un homme qui est gros ou qui est laid. Pourquoi? Parce que la femme est mon explication, la femme est un être supérieur et elle place l'amour au-delà de ses aspects extérieurs. Et alors, pour lui rendre hommage, j'ai essayé de faire quelque chose de très dur. C'est sur l'autre rive. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce roman. Je me suis mis à la place d'une femme. Et j'ai un compatriote, d'ailleurs, quand je lui ai envoyé mon livre, il m'a... alors, quand on envoie un livre, on veut tout de suite savoir ce que l'autre... On sait qu'il n'a pas eu encore le temps de lire, mais on lui téléphone comment. Alors, tu as lu mon livre, etc. Alors, je fais ça à un compatriote. Il me dit, mais écoute, je suis perdu. Je lui dis, mais pourquoi? C'est très simple, moi, ma prose est limpide. Alors il me dit, oui, mais tu dis je, et puis c'est une femme. Alors j'ai dit, bah, écoute, merci, c'est ce que je voulais, n'est-ce pas? C'est parler au nom du fait. Et en ce moment, on ne doit pas parler des livres qu'on écrit, mais celui que j'écris, et qui, si je ne change pas d'idée, s'appellera Une enfant de Poto-Poto, c'est une femme qui parlera. Voilà. De cet élément de réponse, je retiens quelques éléments de rapprochement avec Jean-Baptiste Atouloutar qui vient de nous quitter. Je ne reviendrai pas sur le beau mot que vous avez dit dernièrement au cours de ces obsèques. Simplement que vous mentionnez le fait que vous avez votre mère, vous avez été élevé par votre mère, ce qu'on retient également de Atouloutar. Et vous avez été dans un environnement qui était beaucoup peuplé par des femmes. Cet accompagnement, cette présence de femmes, tout à l'heure vous avez ramené à l'essentiel, ce que vous avez dit, l'essentiel. Alors, sentez-vous, est-ce que je me trompe dans cette démarche? Est-ce que vous sentez vraiment ce grand rapprochement avec ce que Jean-Baptiste Atouloutar a avec? Vous voyez, quand vous avez parlé de Tati Loutard, brusquement, j'ai l'impression que tout ce que j'ai dit là était vain et sans profondeur. Parce qu'on a parlé de la création artistique, de la création littéraire, comment elle vient, de la poésie, etc.
Or, il y a une œuvre essentielle pour moi de Tati Loutard, c'est la vie poétique. Vous lisez, c'est quelque chose, je conseille à ceux qui ne l'ont pas lu, de le prendre, de le mettre à côté de leur lit. De temps en temps, le soir, ils lisent une ou deux pensées. Mais vous avez toutes les réponses, pas les réponses, parce que l'écrivain n'apporte pas de réponse. Il pose des questions. Mais il faut poser les bonnes questions. Et toutes les bonnes questions pour écrire sont dans l'intention poétique de Tati Loutard. Et je crois que c'est un aspect, on parlera du poète parce que ses poésies sont très bonnes, sont très belles, mais j'invite à la lecture de la vie poétique qui est très facile à lire. Ça d'ailleurs, ça se lit pas, ça se déguste. Merci Henri Lopez. Je vous invite à pouvoir rejoindre Christian Martial Pos qui vous attend avec Jean-Blaise Samba de Lombo. Il n'y a pas de problème. C'est quoi la boutique, hein? C'est bien dit. Le tout dernier intervenant, docteur Bilombo, vous n'avez qu'une question. Allez-y, oui. Bon, je n'ai qu'une question. J'en avais plusieurs, mais le temps. Sélectionnons. Henri, vous avez dit dans une interview il y a bien longtemps à Jeune Afrique que vous auriez souhaité ouvrir une librairie, l'animer, et c'est par cela que vous auriez voulu sortir de ce monde. Alors, naturellement, je vous souhaite de l'ouvrir le plus tard possible, mais est-ce que ce projet est toujours prégnant en vous et pourra-t-il jamais voir le jour? Eh bien, écoutez, je crois que ce que je voulais exprimer par là, c'est que je serai certainement un mauvais libraire parce que je ne sais pas gérer. Et ce qui m'intéresserait, c'est d'avoir des livres. Au fond, ce que je voulais dire, c'est que j'aime vivre au milieu des livres. Et c'est un drame pour moi parce que à la maison, je n'ai pas de place pour mettre tous mes livres. Et des fois, je dis, on n'a pas le droit de jeter des livres. Et c'est bien, Blaise, d'avoir terminé par là, parce que je crois que le grand problème que je me pose souvent, quand je discute avec mes enfants, mes petits-enfants, avec qui j'essaye de faire passer des messages, quand je pense à tous les jeunes Congolais, je me dis, notre génération, nous avons été formés par le livre. C'est le livre qui nous a fait rêver, qui nous a fait réfléchir, qui nous a fait découvrir. Songez que, à mon époque, il y avait des étudiants africains qui apprenaient par cœur, du début à la fin, le discours sur le colonialisme ou les cahiers d'un retour au pays natal. Et aujourd'hui, l'Afrique a fait le saut. Elle est passée directement de la tradition orale à la télévision. Et au numérique, et à l'Internet. Elle oublie le livre. Or, il y a de la création aussi dans la télévision. Je ne veux pas dire que c'est à jeter, que c'est l'ennemi de la lecture. Mais il faut qu'on se souvienne que la télévision, la création, le reportage, etc., n'existera que si il y a de l'écrit. Parce que l'écrit, on peut y revenir. On peut revenir aussi regarder un DVD, mais on a besoin de peu de choses. Et que, je dis toujours, lire un ouvrage, c'est comme faire sa prière. Alors, dans ce Congo où les religions, toutes les religions sont de plus en plus nombreuses, n'oubliez pas la religion de la lecture. Et dans ce Congo où on aime la politique et on aime élire, alors je dis, ne faites pas qu'élire, mais faites aussi que lire. Okay. Lire un ouvrage, c'est comme faire la prière. Ainsi donc s'achève cet autre numéro Rencontre avec, qui avait pour invité principal l'auteur Henri Lopez. Merci à vous. Merci à vous également d'avoir accepté de venir sur ce plateau. Merci, docteur. Merci, Sauf Gérard Goma-Malande.